Le racisme que reflète cette expression est pas seulement personnel. Là, c'est un exemple où c'est la populace, la réaction de la populace blanche peu éduquée qui dit n'importe quoi. Mais c'est aussi institutionnel. Et le meilleur exemple que j'ai, c'est une demande faite par une firme d'avocats à Vancouver, je crois, et qui devait défendre un Tucson de Mayo, le village le plus au nord de ce groupe-là. Et il avait tué un grizzly et vendu la peau du grizzly à des touristes japonais, je crois. Et la demande de défense était mais invraisemblable. Les avocats m'ont dit, ce cabinet d'avocats me dit, il faut que nous prouvions que avant la conquête du Canada par les Blancs, que les Indiens vivaient en société et que ce n'étaient pas des animaux. Le terme animaux n'a pas été employé, je dois dire. Mais c'était exactement ce que ça voulait dire. Et c'est là où je me suis servi de Lévi-Strauss en montrant qu'à partir du moment où il y a des échanges matrimoniaux, on est déjà dans le domaine de la culture. Et donc, qu'ils avaient une culture. Mais qu'on demande en 1980 et quelques à un anthropologue de faire la preuve devant un juge que ces gens-là, avant la colonisation, étaient des êtres humains, j'ai trouvé ça un peu fort. Et en fait, je crois que après, il fallait prouver que le grizzly était exploité et qu'on faisait du commerce des peaux dans le Yukon avant l'arrivée des Blancs. Il fallait que je prouve tout ça. Donc ça lui donnait un droit aborigène de pouvoir vendre à des Japonais. Et c'était effectivement vrai que les grizzlies étaient chassés et tués, et que certains mangeaient de l'ours, d'autres non. Ça, c'est à cause du pouvoir de l'ours. Et si on a l'ours comme animal protecteur, si on a un ours comme animal protecteur, par exemple, et j'ai trouvé ça tellement abominable comme état civilisationnel de la part du Canada d'imposer de telles démonstrations pour un cas juridique que je n'en revenais pas. Et en fait, ça existe toujours, je crois. C'est encore dans les papiers. Alors, quand il y a ça déjà dans une institution aussi importante que la justice et la jurisprudence, on se doute que c'est pas extraordinaire du côté de la population non éduquée. Et entre parenthèses, je le répète, parmi les Indiens, il n'y a jamais eu plus. D'abord, les gens boivent pas plus en volume que les Blancs des mêmes régions. Comme chez les Blancs, il y en a la moitié qui ne boivent pas du tout. Et l'autre moitié, oui, qui boit. Mais chez les Amérindiens, on boit pour faire la fête. Quand un chèque est arrivé, on se manifeste dehors et on est ivre beaucoup plus vite aussi que les Blancs. Peut-être parce que les Blancs boivent plus régulièrement. C'est pas impossible. Mais les Blancs buvaient chez eux. J'ai fait un compte pour un village. C'est exactement la même chose. Ils buvaient énormément d'alcool fort. Alors que les Indiens, c'est plutôt de la bière. Dans ce coin-là, hein, ailleurs, c'est peut-être autre chose. Mais je sais que depuis, quand je suis retourné en 90, il y avait de la marijuana qui circulait, mais c'est peut-être moins dangereux finalement que l'alcool, hein, c'est pas impossible non plus. Je sais qu'il y a eu plusieurs études qui ont montré que l'addiction à la marijuana est beaucoup moins forte que, et d'ailleurs inexistante, comparée à celle de l'alcool ou d'autres drogues d'ailleurs. Alors, ça m'amène un peu, je voudrais passer peut-être à quelque chose qui
permet de regrouper tous les autres sujets abordés jusqu'ici. Je mentionne des choses du passé, je me suis intéressé plus à la société passée qu'à la société contemporaine. J'ai publié quelques articles sur la société contemporaine, mais c'était un intérêt secondaire, un peu pour donner un coup de main pour comprendre la situation de nos jours. Et j'ai donc été confronté à faire confiance à ce qu'on me racontait du passé. Et dans quelle mesure avais-je droit de dire « Bon, un tel qui était né vers 1890 m'a raconté que… » Dans quelle mesure puis-je dire que ce qu'il m'a raconté correspond à la réalité de ce qu'il pensait être la situation en 1850 ? Parce qu'en gros, l'étude sur les inégalités sociales chez les Tutshan se rapporte à la période 1850, en gros. Et j'ai développé une méthode que j'ai empruntée le plus directement à Emmanuel Terré dans le marxisme face aux sociétés primitives, je crois que ça s'appelle, ou face aux sociétés traditionnelles, un très très bon livre publié chez Maspero dans les années fin 60 ou début 70. Et la problématique de Balibar dans les concepts fondamentaux du matérialisme historique. Alors, ce que j'ai fait comme hypothèse, c'est que il faudrait montrer que les contacts qui ont eu lieu entre 1850 et, disons, 1920 sont très peu fréquents juste avant 1898, la période de la ruée vers l'or du Klondike. Il y a eu 4 ans un poste de la Hudson Bay, quelques voyageurs qui sont passés, mais très peu, explorateurs d'1 mois, de 2 mois, c'est tout, et dans un territoire qui est grand comme l'Angleterre, hein, quand même. Donc ça ne fait pas beaucoup de monde, peut-être 10-15 personnes chaque été, chercheurs d'or en général, qui ne s'intéressent pas aux Indiens, sauf aux Indiennes. Qu'est-ce qui a pu se passer? Ça aurait été la diffusion d'instruments de travail différents qui auraient changé les conditions de vie de ces Amérindiens-là. Donc j'ai dû faire un inventaire complet de tout ce qui a été importé dans le Yukon comme outil de travail, parce que c'est de là que les formes d'association des individus les plus importantes résultent. Et j'ai pris un par un tous les produits importés, essayé d'évaluer leur impact sur l'organisation sociale de cette société, et j'ai montré que il n'y a pas de transformation. Après ça, il y a les industries autochtones qui ont disparu. Par exemple, le vêtement, très très tôt, aussitôt qu'ils ont pu, disons 1900, les Indiens ont adopté les manteaux de laine, les pantalons de laine, ont laissé tomber les pantalons de peau, sauf pour les périodes très très froides en hiver, et pour les enfants, la fourrure à l'intérieur, de peau de caribou, peau d'orignal. Et la raison en est très simple, c'est que le vêtement de peau représente un travail fou pour les femmes. Une peau d'orignal, j'ai calculé en observant que si on la travaille de façon continue, 8 heures par jour, c'est 15 jours de travail continu. Pour arriver à un tannage fini et qu'on peut découper la peau, là c'est sans les poils, qu'on peut découper la peau, commencer à en faire des vêtements ou des étuis ou des boîtes ou des sacs, ce qu'on voudra, mais qu'on peut s'en servir pour coudre. On peut faire un vêtement d'homme, il faut pratiquement 2 peaux. Donc c'est 1 mois complet de travail, mais pendant ce temps-là, la femme, c'est pas comme dans notre société. Elle doit s'occuper, la nourriture, les hommes la cuisent, autant que les femmes, traditionnelles. Hein.
Donc là, il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. Mais elle doit s'occuper quand même des enfants pendant que les hommes sont à la chasse. Elle-même, c'est elles qui sont responsables de ramasser les collets à lièvre, qui représentent certaines années beaucoup de nourriture. Et j'ai des informatrices qui m'ont raconté que, enfants, leur mère les attachait à un arbre et partait ramasser ses collets. Les 4 enfants étaient attachés à des arbres, par un pied, et avec un nœud qu'ils ne pouvaient pas défaire, pour pas qu'ils sautent, pour pas qu'ils se perdent surtout. J'ai trouvé ça assez... Mais pas qu'elle n'aimait pas ses enfants, elle adorait ses enfants. Et ses enfants lui en veulent absolument pas, je les connais. Mais donc, pas mal d'autres choses à faire que de faire du vêtement. Et ça, c'est juste pour une personne, on imagine. Il fallait qu'elle se vêtisse elle-même, il fallait qu'elle vêtisse ses enfants. Donc, ça représentait tellement de travail que dès qu'ils ont pu, ils ont abandonné, en donnant une peau de castor, si on peut avoir un manteau qui est quasiment presque aussi efficace. L'autre inconvénient de la peau tannée, chamoisée en fait, hein, c'est que dès que c'est mouillé, il faut la défriper, pas la défriper, elle devient raide, un peu comme nous quand on a des bottes en daim, par exemple, ou ce qu'on appelle du daim, qui est de la peau chamoisée. Et pour retirer le sel, il faut le frotter comme ça, et il faut le faire petit à petit, dans les vêtements des enfants, tout le temps. Et on se mouille souvent au printemps. Hein. Donc, la laine était bien plus pratique que les peaux, peut-être un peu moins efficace pour le froid, mais le choix a été très vite fait de changer, de laisser tomber cette industrie-là pratiquement totalement, sauf pour faire des mocassins et des moclocs, parce qu'il n'y a aucune chaussure occidentale qui permet sur les raquettes, le bois, on le sent quand on marche, et ça permet de masser la plante du pied, et on a beaucoup moins froid aux pieds comme ça quand on est en mocloc ou en mocassin que si on a des chaussures avec des semelles de caoutchouc. Ça, donc c'est resté. Et l'autre... mais la raison pour laquelle c'est moins froid, c'est parce que c'est une neige poudreuse dans le Yukon. Ça s'envole comme ça, il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien, alors que sur l'Arctique, je ne sais pas. Et l'autre chose qui est restée de la production de peau, vente d'objets touristiques à des touristes, ça n'a jamais été un gros volume. Et confection de vêtements d'apparat pour les potlatches, costumes soi-disant traditionnels. Donc toute cette industrie-là a disparu. Il en existe encore les instruments de travail aujourd'hui. C'est une roche avec laquelle on gratte, un schiste avec lequel on gratte la peau, qu'on retire les restes de viande. Pourrissement d'une cervelle qui sert de tanin pour la nettoyer. La cervelle du même animal d'ailleurs qu'on a tué. Et là, donc, on a une diminution du nombre d'heures qu'une femme doit passer pour faire survivre sa famille. Elle ne se sert pas de ces heures libérées-là pour trouver une autre forme de travail, à part les objets artisanaux pour les touristes, mais il n'y a jamais eu vraiment beaucoup de touristes, à cette époque-là, avant 1920. Et quoi d'autre ? Pour les hommes, ça a été l'instrument de travail qui a joué le plus, ça a été le fusil à répétition, 303, qui est arrivé assez tôt et qui a déplacé le mousquet. Le mousquet a disparu parce qu'ils en avaient eu à partir de 1850. Mais le mousquet et l'arc, c'est pas une grosse différence. Le mousquet fait trop de bruit. Si on rate son coup, on rate l'animal. L'arc, on peut encore avoir l'animal. Et ce que j'ai montré, c'est qu'en fait, il s'est passé peu de choses qui ont modifié les obligations techniques de coopération ou de non-coopération qu'avaient les Tutchons. Dans le cas du fusil à répétition, c'est qu'il n'y avait pas de caribou dans la zone
Tucson de 1850 jusqu'à en gros 1970. Les caribous sont revenus vers 1900, non, plus tard, 1980. Et il n'y en a plus, c'est le caribou de toundra, mais il n'y en avait plus, le caribou de la porcupine, depuis très très longtemps. Et ça, j'ai pu le prouver grâce au journal tenu quotidiennement par Robert Campbell à la fourche de Yukon et de la rivière Pelly. Et ce que j'ai montré finalement au bout du compte, c'est que même quand on prend toutes les industries, ça veut dire industrie de transformation et industrie primaire, ce qu'on appelle industrie primaire chez nous, extraction de pierre pour les outils, extraction de cuivre natif, il n'y avait rien là-dedans qui était du travail collectif. La chasse à l'orignal ne peut pas être un travail collectif. Il y a deux façons de les attraper, et la plus importante était probablement par collet. On tend un collet sur une piste d'orignal, on sait qu'il va y passer, et elle est tendue différemment pour un mâle qui a des bois très larges, où on le prend juste par le museau, et la femelle, on la prend par le cou. Il y a un système de contrepoids qui fait que bien que très fort, l'animal ne peut plus se sauver. Et il n'y a rien eu de changé là-dedans. Et comme il n'y avait pas de caribou, chez des Inuits où il y aurait eu des caribous, le fusil à répétition aurait fait une grande différence. C'est-à-dire on n'a plus besoin d'être 200 à entourer un troupeau. On peut tirer de 1 km de distance et abattre tant qu'on veut. Les caribous ne réagissent pas trop, sauf si il y a surexploitation. Et finalement, ce qui a le plus affecté la société autochtone, ce sont des actes de brutalité de la part de l'État canadien. Il y a eu une chose qui était complètement naturelle de la part c'était des Tagish dans ce cas-là, des Athapascans au sud des Tucson. Il y avait là en 1890 par là, ou entre 90 et 1900, qui ont laissé une boîte avec de la poudre dedans. C'était du poison pour trouver l'or ou séparer l'or du minerai dans lequel il se trouvait. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'est du poison. Il y a des Indiens qui sont passés, le camp était vide et la boîte avait été abandonnée. Et les Indiens l'ont pris, ils ont fait du bannock, du pain fait à la poêle, en croyant que c'était une levure chimique. Et il y a eu 4-5 morts dans leur groupe. C'était les frères Nantucket. Immédiatement, les frères Nantucket avaient le devoir de tuer les Blancs qui avaient laissé ce truc-là, parce que ça avait fait mourir des leurs. Et ils les ont pistés et retrouvés. Et ils les ont tués. Et on est en 1898-19, à peu près. Et comme ils les ont tués eux-mêmes, se sont fait attraper par la police montée, qui était peut-être la Northwest Mounted Police à ce moment-là encore. Emmenés en prison, jugés de façon très rapide, et tous pendus un mois plus tard, à Dawson City. Et cet événement-là, c'est celui qui a créé la crainte de l'État canadien, qui a effrayé les Tutchonis par sa cruauté, parce que de leur point de vue à eux, c'était normal que les Tagish aient fait ça. Après les autres imbéciles qui avaient laissé un truc qui pouvait être pris pour du poison, il va savoir si c'était pas volontaire d'ailleurs. Mais je crois même pas dans ce cas-là que c'était volontaire. À partir de ce moment-là, les Tutchon ont acquiescé en public aux ordres de l'État canadien sur les comportements de ce qui était normal et pas normal. Et puis la société s'est petit à petit, à partir de 1920, déjà transformée pas mal. Ont disparu l'existence des classes sociales et surtout de la présence des esclaves. Et on ne pouvait plus garder un esclave parce qu'il se sauvait. Et il pouvait avoir la protection de l'État canadien. Une chose que je dois mentionner aussi, avant la présence de l'État canadien,
les esclaves avaient les cheveux coupés d'une façon telle que s'ils se sauvaient, on pouvait tout de suite reconnaître que c'était un esclave fugitif et n'importe qui pouvait le prendre comme esclave. C'est la même technique que les Russes, que le tsar employait en Sibérie quand on lit Dostoïevski, Souvenir de la maison des morts, où les bagnards étaient tondus à moitié, une moitié de la tête, pour que s'ils s'échappaient, pas besoin de barrière, on les retrouvait tout de suite et on pouvait les prendre ou les tuer ou faire ce qu'on voulait avec. Ça n'a plus été possible après. Parce qu'il y avait toujours la fuite possible. Les autres choses qui étaient plus possibles non plus, c'était s'il y avait dissidence dans un groupe, un tel décidait de pas faire le travail, la part de travail demandée par l'organisateur principal du groupe, la famille en général, ben, il n'y avait pas d'opposition possible parce que c'était l'État qui allait protéger le plaintif. L'autre chose qui est arrivée, c'est qu'on a dévalorisé, l'État a dévalorisé complètement le rôle de l'oncle maternel, encore aujourd'hui d'ailleurs, je crois. Par exemple, les bulletins scolaires sont envoyés aux parents, donc au père et à la mère. Mais la mère, elle n'a pas le rôle, ses enfants sont dans son clan, mais elle n'a pas pour rôle de discipliner très fermement. Le rôle de discipliner très fermement appartient à l'oncle maternel. Et alors lui est encore, je vous le disais, encore très vivace les dernières fois où j'étais là-bas. Par exemple, une femme qui est la fille, une des filles de Georges Billy, interdisait à sa propre fille comme j'étais corbeau, elle était corbeau, de me parler comme elle parlait, parce qu'elle dit c'est ton oncle. Et la petite était complètement surprise, un blanc qui est son oncle. Et c'était assez amusant. Et en plus, c'était, ah oui, c'est ça, j'étais assis par terre, les jambes allongées comme ça, et la petite m'a enjambé. Puis comme elle était déjà pubère, elle n'a pas le droit de faire ça. Ça porte malheur pour la chasse. Et elle lui dit, mais comment tu fais? Tu passes par-dessus les jambes de ton oncle? L'autre était toute gênée, donc ça existe bien encore. Hein. Alors, ben voilà en gros sur ce travail-là qui est très long. C'est en 2 volumes. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est, je crois aussi, en plus de la démonstration qu'il n'y a qu'une seule chose qui a modifié la culture, c'est la violence de l'État canadien, sa brutalité dans un jugement, et qui a amené des changements. Il n'y a pas de gros changements avant que toute l'histoire de cette pendaison soit digérée dans tout le Yukon, qui est 1910-1920, quoi. Après ça, oui, il y a des changements. Et donc, je pouvais faire confiance à la tradition orale telle que rapportée dans les années 70 par les interlocuteurs les plus âgés que j'avais à ce moment-là. Mais on s'aperçoit, comme bien d'autres le disent, que il y a des survivances comme pas enjamber quelqu'un, ça remonte à 1990. On est loin des années 1900 et c'est resté. Mais ce qu'on trouve aussi dans ce livre, c'est une analyse détaillée de toutes les formes de production particulières à une société subarctique, avec un échéancier annuel qui m'a pris un temps fou à établir. Qu'est-ce qu'on fait dans la dernière semaine du mois d'août? Avec travail des femmes, travail des enfants, travail des hommes, travail des jeunes hommes, spécialisation. Ça, c'est pour la période autochtone aborigène, avant l'arrivée des Blancs. Et c'est pratiquement semaine par semaine. Qu'est-ce qui est une activité essentielle? Qu'est-ce qui est une activité secondaire? Comme par exemple le travail des hommes pour la pêche du saumon, c'est juste d'aller relever les filets, de tuer les saumons et de les apporter aux femmes. Après ça, les femmes sont occupées toute la journée, du matin jusqu'au soir, à vider les saumons, à les préparer pour le séchage. Que font les hommes pendant ce temps-là? Il y a des débuts de chasse à l'orignal qui va commencer parce que c'est... Alors parfois,
Aujourd'hui, il faut ramener les animaux, les carcasses, et c'est lourd. Et il faut être plusieurs hommes, donc il faut y retourner, faut en ramener qu'une toute petite partie, et soi-même, peut-être 50 kilos, et puis aller retourner avec les hommes et les femmes pour ramener le reste. Autrefois, on brûlait un arbre là où on avait tué un orignal, et les femmes venaient en un jour ou deux rejoindre l'endroit où elles avaient vu un arbre brûlé, connaissent très très bien leur territoire, et faisaient sécher la viande. Là, elle était déjà beaucoup plus légère à transporter, et il y en avait une grande partie qui était mise en cache, une autre partie qui était transportée, mais ce n'était pas une grosse quantité.